Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ça déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. DV Loterie sans passeport. DV Loterie sans passeport. Chers frères et sœurs, cette fois-ci, le département d'État américain a longoli makambo ya kosenga passeport liboso ya kobeta DV Loterie. Para Kinshasa topesi bino mbote ezalinga ndeko na bino Ben Lobich ya Cyber Café Ben Lobich. Na eli susu pona ko annoncer bino était DV Loterie 2024 et kobanda mokolo na le 5 octobre kino le 8 novembre 2022. Bino bandeko nyonso oyo bolemba ki pona kobeta DV Loterie po batia ki makambo ya passeport, ba longoli passeport na DV Loterie ezali sango ya malamu pe ya kitoko pona biso, bo sensibiliser bandeko na bino nyonso. Bino pe bandeko bozali na poto oyo bozali na posete bandeko na bino ba beta DV Loterie et commis sans passeport. Botinde la bango makoki baya kobeta na ba Cyber Café na biso. Kama musha kucheza fashi nyingine mwenezi kuya paka ku Cyber Café Ben Lobich watanisaidia remplir ma formulaire kunifashia vitu vyote. Si na kuingia kwa ambassade unapata visa yenu juu ya kwenda kwa Etats-Unis. Shie tukicheza Lubumbashi tunakuwa Kinshasa juu ya kuendelesha mademarshe na Cyber Café Ben Lobich na tunapata visa yetu ina bwanangu kucheza Lubumbashi. Mbala oyo mutu nyonso azali na droit ya kobeta DV Loterie. Yango ba Cyber Café Ben Lobich efungoli ba porte na bamboka nyonso kobanda na Kinshasa en face ya Hotel Phoenix na Bon Marché na Matete na immeuble Biko ex-Biak et Sika Western Union ezali Njili quartier 1 na libanda ya Apocalypse 22 na parcelle voisine Yolocide croisement Kapela Kimwenza voire Maître Taureau Njili Sainte-Thérèse en face du tribunal, les agences Ben Lobich, représentées à Lubumbashi, dans l'ancêtre de l'hôtel Upemba, en diagonale de Parc Hôtel, référence, rond-point, éléphant, BCDC. À Kolwezi, nous sommes sur l'avenue Lusanga, entre 3e et 1er avenue, à côté de l'école Ewabora. Bienvenue sur
président Anthony Park et collègues héritiers. Présentement, nous avons l'insigne honneur d'être reçus par notre Père, notre patron. Ceci est un événement unique et historique dans l'histoire à la fois de la réforme de l'administration publique, de l'innovation du service public et du devoir de redevabilité des dirigeants envers les dirigés. C'est pourquoi j'estime qu'il est impérieux de revenir un peu sur les termes de notre communiqué de presse du mardi 20 septembre dernier, pour une fois de plus m'acquitter d'un devoir de loyauté en réitérant mes hommages les plus déférents à l'endroit du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sans équivoque et sa détermination à moderniser et à rajeunir l'administration publique dans l'objectif de son efficacité. Mes remerciements s'adressent également au Premier ministre, chef et coordonnateur de l'action du gouvernement, dont les efforts à concrétiser la vision du chef de l'État dans tous les secteurs de la vie nationale sont bien perceptibles. Il me revient de souligner, une fois de plus, et c'est très capital, que le plus redoutable démon de la réforme de l'administration publique a souvent été la succession à la tête du ministère de la fonction publique de certains acteurs, des ministres principalement, qui, ne comprenant pas la vision, les contextes et les enjeux de la réforme, ont posé des actes illégaux qui ont torpillé les efforts consentis et les progrès enregistrés. C'est donc à ce niveau que je salue en toute franchise et honnêteté le choix qui a été cette fois-ci porté sur vous, Excellence. Tout est clair. À ce stade, rien ne peut m'empêcher de dire que vous êtes le Moïse de cette réforme, car vous avez prouvé. En si peu de temps, non seulement votre nette et lucide compréhension du cadre stratégique de la réforme, mais aussi et surtout votre leadership, votre capacité managériale, le tout porté par ce charisme légendaire qui vous caractérise par la conduite de la réforme Je disais le tout porté par ce charisme légendaire
qui vous caractérise dans la conduite de la réforme en n'ayant qu'un seul devoir, à savoir servir l'intérêt général des fonctionnaires de l'État sans laisser aucune catégorie, aucun coin à côté. Excellence, lorsque vous m'avez reçu le 23 septembre dernier dans votre cabinet de travail pour me communiquer quelques instructions en rapport avec l'organisation de la tenue de cette rencontre, j'avais tenu à vous exprimer la satisfaction de toute la communauté des énarques ici présente au regard de vos initiatives et actions à la tête de notre ministère, tout en vous promettant notre soutien unanime et indéfectible et notre total engagement à vous accompagner. Et faisant suite, et profitant de cette belle occasion, j'estime de ma part que pour bien vous accompagner, nous devons préalablement, tous ensemble ici, poser un diagnostic franc, sincère et objectif, tel que cela s'impose dans toute démarche scientifique et technique qui vise une amélioration. Ceci va nous permettre de tirer des leçons des échecs du passé, poser des actes plus éclairés aujourd'hui pour un avenir plus amélioré. Un avenir qui ne sera plus jamais un éternel recommencement comme nous l'avons vécu il y a peu avec certains de vos prédécesseurs. Et pour aller droit au but, nous commençons par relever que vous êtes très engagés dans la lutte pour la maîtrise des effectifs au sein de la fonction publique, dans le but de la rationalisation de la masse salariale. Cependant, en parallèle, il y a des pesanteurs qui représentent un risque du premier degré, de nature à faire échec à cette lutte. Il s'agit du fameux phénomène du recrutement de nouvelles unités, un véritable fléau qui n'épargne presque aucune administration. Excellence, il nous revient de vous rappeler avec douleur au cœur qu'il y a eu en 2018 signature d'une centaine d'arrêtés portant régularisation de la situation administrative des agents aussi bien au sein des services centraux que déconcentrés. La pure vérité, c'est qu'environ 80% de ces agents, des agents qui ont été admis sous statut au travers de ces arrêtés, n'avaient jamais travaillé pour l'État un seul jour avant pour parler de la régularisation de la situation administrative. En plus, les catégories de personnes qui s'étaient retrouvées dans ces arrêtés, enfants mineurs, inaptes, veillards, y compris les morts, qui n'ont jamais eu à voir avec la fonction publique. Certains étaient éligibles à la retraite à la date même de leur admission sous statut. Actuellement, en 2022, je crois que les listes de ces agents sont en train de vous être transmises pour alignement aux prochaines vagues de la retraite. Et le formulaire reprend des renseignements tels que agent X, âge 70 ou 72, ancienneté 4 ans, c'est-à-dire un agent recruté en 2018 et retraité en 2022. Et pourtant, non seulement nombreux n'ont jamais travaillé avant pour les comptes de l'État, mais aussi ils ne sont même pas mécanisés, donc zéro cotisation à la CNSAP. D'ailleurs, après leur admission sous statut, nombreux ne connaissaient même pas les adresses de leurs administrations. Ce géant pas de recul s'était effectué avec la complicité à tous les niveaux des responsables des services publics. Corruption, concussion, népotisme, trafic d'influence. Bref, ces arrêtés sont les produits de toutes les pratiques d'antivaleurs qui ont désacralisé la qualité, l'honneur et la fonction des fonctionnaires de l'État. L'idée était de rechercher à contourner la loi de 2016 qui venait d'être promulguée dans un contexte de réforme et le fameux concept de régularisation de la situation administrative fut sagement utilisé pour tromper la vigilance. En fait, la vigilance de ceux qui pouvaient se laisser avoir parce que nous, au moins, on savait ce qui s'est passé. Même si, il faut le dire, au départ, cette initiative avait toute sa raison d'être.
étant donné qu'il fallait absolument vider les contentieux administratifs d'un nombre important d'agents qui ont travaillé pour l'État avant la promulgation de l'actuelle loi. Donc, dans un autre contexte, c'est l'absence de mesures rigoureuses d'encadrement, absence de garde-fous. En plus, dans une période de pleine campagne électorale qui a fait que des numéros matricules soient distribués en quantité industrielle. Ainsi donc, dans une seule année de 2018, nous sommes passés de 7 à 16 séries de numéros matricules, sachant qu'une série renferme 100 000 agents. En d'autres termes, Excellence, cela veut dire que rien qu'en 2018, l'ex-ministre de la fonction publique a à lui seul intégré de manière inappropriée et pour des raisons inavouables plus de fonctionnaires que les effectifs qui existaient depuis la création du ministère de la fonction publique, soit plus de 800 000 agents. Et pourtant, il a trouvé tous les cadres organiques en dépassement parfois de 500%. Le comble dans tout cela, c'est qu'après la signature de ces arrêtés, je précise, les arrêtés qui étaient censés vider les litiges liés à la transition de l'ancienne à l'actuelle loi, certains agents ont immédiatement formulé des recours pour omission de leur nom. Et certainement qu'il y a eu parfois une situation paradoxale telle que certains agents qui étaient entre parenthèses dans le droit de bénéficier de ces arrêtés ont été omis au profit des intrus. Ces recours ont ainsi ouvert une autre opportunité d'affaires aux responsables des administrations pour recruter, en violation de la loi, beaucoup d'autres agents nouvelles unités et à qui ils octroient des commissions d'affectation antidatées pour leur faire passer pour des agents qui ont existé et travaillé avant la loi de 2016. Excellence, aujourd'hui, il suffit de demander aux responsables des administrations de vous transmettre les listes des NU pour régularisation de la situation administrative pour constater la profondeur du fossé dans lequel nous sommes coincés. Et chaque fois pour couvrir l'anarchie, le désordre et la mafia, il y a de nouveaux concepts qui apparaissent. Cette fois-ci, on nous parle de l'existence et de la cohabitation de deux cadres organiques dans une même administration, c'est-à-dire un cadre organique formel, c'est-à-dire celui qui est approuvé par la fonction publique, approuvé et reconnu par la fonction publique, et le cadre organique fonctionnel, c'est-à-dire celui par lequel non seulement les secrétaires généraux ont le pouvoir illimité de créer des directions et services techniques au sein de leurs administrations, mais aussi chaque directeur dispose de son cadre organique. Cette situation devient de plus en plus préoccupante lorsque, je crois, même au sein de la fonction publique, il faut bien vérifier. La loi impose le respect des postes disponibles au sein du cadre organique comme soubassement de tout recrutement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont des cadres organiques qui doivent s'adapter au recrutement astronomique et démesuré. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, j'ai tenu à présenter ce tableau sombre, peut-être ennuyé, dans l'objectif de vous démontrer à quel point non seulement la réforme dans son ensemble est combattue, mais aussi la carrière des énarques n'est pas sécurisée. Parce que, selon moi, c'est vraiment une insulte de ramasser quelqu'un dans la rue en violation flagrante de la loi, l'amener au bureau et commencer à faire valoir ses droits en comparaison à ceux des énarques qui, non seulement des énarques qui, non seulement ils ont couru comme celui de l'ENA, mais aussi leur formation a coûté des milliers de dollars d'investissement à l'État congolais. En plus du fait que le travail qu'ils font
En plus du fait que le travail qu'ils font, je disais, en plus du fait que le travail qu'ils font fait la fierté de notre administration au point d'être compétitive face aux administrations privées les mieux organisées, qui sont à la recherche permanente de l'innovation grâce à la créativité de leur personnel. En effet, non seulement que nombreux d'entre nous ne sont pas utilisés au maximum de leur potentialité dans certaines administrations, mais aussi ils sont marginalisés, mal vus, parce que perçus comme obstacle aux entreprises mafieuses qui nuisent à la réputation de l'administration publique et par ricochet à tout le pays. C'est pourquoi là aussi je crois fermement, qu'il est urgent et nécessaire de réinterroger la vision de la réforme. Le processus d'évolution en grade statutaire des énarques semble beaucoup trop lent, qu'il paraît déjà compromettre la vision de la réforme, car il ne faut pas oublier que, de l'autre côté, le système des conservateurs des mauvaises pratiques se consolide davantage par des actions de sabotage. Les échelons au sein du corps des administrateurs civils se chevauchent. De la 2e promotion à la 7e qui vient d'intégrer le corps, tous les administrateurs civils sont au même échelon, c'est-à-dire à l'échelon d'administrateurs civils junior, premier échelon. Ceux de la première promotion qui devaient déjà être au grade d'administrateur civil senior sont aujourd'hui au 2e échelon des juniors depuis leur admission dans le corps. Et pourtant, c'est ici où le terme magique « régularisation de la situation administrative » valait toute sa peine d'être utilisé. Valait toute sa peine d'être utilisé, tout en reconnaissant des bons cœurs que les administrateurs civils ne sont pas la seule catégorie de fonctionnaires dont l'avancement en grade a besoin d'être régularisé. Ce besoin est autant réel dans toutes les administrations, il faut le reconnaître. Ici aussi, nous sommes heureux et saluons votre volonté et votre ferme engagement. Excellence, parce que c'est l'un des dossiers d'actualité qui vous tiennent à cœur. Dans un autre palier, et toujours au regard du processus rigide de notre avancement en grade, nous notons que les énarques qui avaient postulé et qui ont brillamment réussi au concours des structures standards sont presque en train d'effectuer une carrière plane, alors que la carrière au sein de la fonction publique est statutairement hiérarchisée. Là aussi, la coalition anti-réforme, qui n'a dans ses viseurs que les énarques et qui ne voit jamais d'autres acteurs de la réforme, a compris que le bon fonctionnement des structures standards, dans lesquelles plus de la moitié des énarques de 2 premières promotions ont été intégrés après concours, est un autre moyen sûr de maîtriser et de stabiliser les indicateurs de la réforme. Cela étant, ils ont bloqué les affectations et ceux qui y sont affectés se voient privés de la moindre possibilité d'avancement en grade, plus de 6 ans après pour ceux de la première promotion. Il est donc clair à ce sujet, et nous le disons sans peur d'être contredits, que notre présence gêne pour la simple raison que les valeurs que nous portons est l'unique arme qui fait peur aux destructeurs de l'appareil administratif de notre administration publique. Ils préfèrent donc des collaborateurs soumis à la loi de survie au service des pratiques honteuses. Et par moment, pour justifier leur animosité inouïe envers les énarques, ils sont tentés de mettre en cause nos compétences, en essayant à tout prix de nous mettre dans le même panier que ceux qui se soumettent à leur appétit dévorant des antivaleurs. Et ceci ferait rire tous les amoureux du sérieux dans ce pays, car il s'y est mentionné ici que le seul moyen réglementaire et efficace d'évaluer les performances professionnelles d'un agent, c'est son rendement, bien entendu au regard de ses attributions. Et là, sans beaucoup à dire, la réalité elle-même est plus qu'éloquente
dans l'ensemble des services où nous sommes affectés. Même si la cotation des agents au sein des administrations n'est actuellement qu'une vieille pratique déjà abandonnée à son triste essor, les propositions de promotion en grade se faisant ainsi sur base des facteurs subjectifs déshonorants. Nous, de notre côté, nous restons fidèles à notre engagement de servir l'État congolais, notre mère patrie, sous la devise irrévocable de compétence, intégrité et patriotisme. Toujours au sujet du corps des administrateurs civils, au nom de l'ensemble des énarques ici présents et au mien propre, je tiens encore une fois, Excellence, à vous réitérer toute notre reconnaissance au regard des efforts que vous déployez dans la recherche de la révalorisation de notre traitement salarial. Cependant, la peur de continuer dans cette situation d'extrême précarité hante nos esprits au quotidien. Vous avez vous-même constaté une vague des administrateurs civils, y compris les énarques en cours de formation, intégrer le corps des inspecteurs de finances. Certains pensent que dans la magistrature, ça irait mieux. C'est déjà un indice sérieux de précarité dans laquelle les énarques sont actuellement plongés. Et pourtant, si l'on s'en tient à la logique des choses, les deux corps, c'est-à-dire le corps des administrateurs civils et le corps des inspecteurs de finances, sont deux corps frères et méritent un traitement égal, d'autant plus qu'ils ont pratiquement les mêmes missions. Ils ont pratiquement les mêmes missions, mais à deux niveaux d'intervention différents. C'est facile à démontrer, Excellence. En fait, lorsque vous avez en amont des politiques publiques mal conçues et mal exécutées, vous aurez en aval une affectation inappropriée et non efficiente des ressources. D'où les cas de malversation financière décriés par l'inspection générale des finances. Et donc, les administrateurs civils ayant non seulement l'expertise, mais aussi la mission de conception, élaboration et conduite des politiques publiques, devraient bénéficier d'un même traitement que les inspecteurs de finances, et la logique est claire. De tout ce qui précède, la coordination suggère respectueusement à votre Excellence 1. L'accélération de l'élaboration des règlements d'administration de la loi de 2016. Ces ordonnances auront pour premier défi de stopper l'expansion du monstrueux phénomène de recrutement frauduleux de nouvelles unités et de l'éradiquer totalement du système de l'administration publique. Sans cela, ces grands et louables efforts de mise à la retraite des cadres et agents déployés par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État risquent de ne pas produire les résultats escomptés. Les règlements d'administration doivent clairement mentionner qu'étant donné que les arrêtés de 2018 avaient pour objet la régularisation de la situation administrative de tous les agents qui ont travaillé pour l'État avant la promulgation de l'actuelle loi, ce contentieux est censé avoir été vidé. Par voie de conséquence, les agents dits nouvelles unités n'existent plus au sein de la fonction publique et que tout recrutement doit désormais se conformer aux dispositions de la loi en vigueur. 2. Ce sont des suggestions. La signature d'un arrêté de régularisation des échelons au sein du corps des administrateurs civils et un autre arrêté établissant les équivalences des grades et échelons du corps au grade statutaire pour permettre aux énarques de la première promotion qui seront dans les critères d'être éligibles au concours des secrétaires généraux
et ceux de la deuxième et troisième promotion pour concourir au grade de directeur et chef de division. Trois, pour s'assurer que la promotion en échelon et en grade au sein du corps ne soit pas une forfaiture, d'une part, et pour permettre au corps d'avoir un fonctionnement régulier, en évitant tous ces cas de chevauchement des échelons et toute autre irrégularité telle que relevée si haut. D'autre part, nous suggérons à votre Excellence de créer au sein de la Direction générale des ressources humaines de l'administration publique une direction de gestion et suivi du corps des administrateurs civils. Celle-ci sera dirigée par un directeur revêtu du grade d'administrateur civil général, conformément au décret qui crée le corps. Quatre, le transfert dans un délai raisonnable par rapport à votre planification de tous les énarques sous-utilisés dans leurs actuelles administrations vers des administrations qui offrent des conditions de travail plus viables. Ceci permettra à l'État congolais de rentabiliser son investissement dans notre formation. Excellence, je ne peux achever mon allocution sans vous réitérer toute notre gratitude pour la célérité avec laquelle vous avez signé les arrêtés de double admission sous statut et dans le corps des administrateurs civils en faveur des énarques de la promotion Marcel Antoine Liaou. Soyez-en rassurés, nous sommes et serons à vos côtés. Nous serons là pour vous, avec vous et chaque fois que le devoir nous fera appel. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, distingués collègues énarques et administrateurs civils de la République démocratique du Congo, je vous remercie. Dans le cadre des échanges de face à face que j'ai initiés depuis ma prise de fonction à la tête de la vice-primature ministère de la fonction publique, dans le but précis de matérialiser la vision du chef de l'État, à savoir réduire l'écart du fossé créé entre le décideur et les administrés. Par ailleurs, il s'agit d'un exercice qui me permet, chaque mercredi, d'aller régulièrement à la rencontre de tous les fonctionnaires, sans aucune distinction de titre ni de rang, de satisfaire à des principes démocratiques et républicains auxquels je suis foncièrement attaché, à savoir la redevabilité, le dialogue et l'écoute du citoyen pour comprendre ses problèmes et être ainsi en mesure d'y réserver des solutions thérapeutiques idoines. Comme vous le savez, notre administration publique a depuis longtemps porté le visage d'une administration orientée vers le sous-développement, le vieillissement du personnel, non-maîtrise des effectifs qui entraîne une perte énorme de fonds du Trésor public chaque mois, pléthore de services, souvent par des agents non actifs, ça a été dit, recrutements illégaux sans respect du cadre organique, disparité salariale, absence d'un système régulier de promotion en grade des agents,
Et comme la nature a horreur du vide, la légitimation du système d'intérim à tous les niveaux et à tous les grades. Autant de facteurs explicatifs de ce cafouillage qui a pendant des décennies freiné la mise en place d'une administration publique efficace, performante et à la hauteur de grands enjeux contemporains du développement. Le remède à cette situation devait envisager, entre autres, la création d'un corps d'élite à travers le recrutement des meilleurs jeunes universitaires, dotés d'intelligence et de vigueur. Voilà ce qui explique la rigueur du processus de votre recrutement et les gros moyens que le gouvernement investit chaque année dans votre formation. Certes, l'accumulation des irrégularités telles que démontrées ici nous coûtera aussi bien en temps qu'en argent pour remonter à la surface de l'eau. Je tiens à capitaliser chaque franc investi dans la formation de chacun, de chacune d'entre vous pour que votre utilisation au sein de l'administration soit à la hauteur de vos compétences et des attentes du gouvernement envers vous. Je suis évidemment conscient des diverses difficultés que vous traversez. Certaines vous sont communes, d'autres par contre sont particulières à certains d'entre vous, notamment en termes de déroulement de la carrière. Je note en effet qu'il s'observe plusieurs disparités entre vous, juste quelques mois après vos affectations. Et ceci sont inexplicables, c'est une situation inexplicable. Sans trop en dire, il est indéniable que certaines affectations devront nécessairement être retouchées. Je vais me rassurer que ces écarts soient réduits au maximum par des affectations qui offrent, autant que faire se peut, de mêmes perspectives professionnelles à tous et à chacun d'entre vous, même si vous êtes mieux placé pour le savoir, la carrière administrative est d'abord individuelle. Elle se forge sur des expériences et performances personnelles, lesquelles peuvent justifier que même si vous entrez au même moment dans l'administration publique, la trajectoire administrative ne soit la même pour tous. Si vous êtes 20 à rentrer dans l'administration des finances, un seul deviendrait secrétaire général au moment T. Au moment
conformément au statut des agents de carrière du service public de l'État, la question d'intérim est réglée. L'intérim, en principe, est d'une année. Nous sommes le fruit de la réforme et aujourd'hui, Son Excellence est engagée dans le processus de titularisation. Ma préoccupation, c'est par rapport à l'intérim à l'École nationale d'administration. Et nous avons un directeur général qui a fait plus de 7 ans dans l'école intérimaire. Question. Pourquoi la nomination des directeurs traîne? Il a entendu que celui qui est là a été adjoint et il a su l'intérim. Et l'intérim traîne, il fait déjà 7 ans. La deuxième question, c'est par rapport aux avantages accordés aux énarques et administrateurs civils. Je le dis avec larmes aux yeux parce que, étant victime d'un acharnement sans fin, vous avez eu l'avantage, Excellence, de modifier le 9 juin 2022 l'arrêté octroyant la prime de performance aux jeunes recrutés dans les cadres de réforme. Vous l'avez modifié et actuellement c'est simplement les JPO qui bénéficient de cette prime-là. Nous autres, dans les potentiels administratifs, n'a jamais touché à sa fin. Nous ne bénéficions pas de la prime accordée aux énarques. Les dossiers déposés à votre cabinet jusqu'à ce jour n'ont pas encore fini, n'a pas encore trouvé satisfaction à ce problème. Comment pensez-vous trouver solution à ces problèmes à nous qui ne bénéficions d'aucune prime, contrairement aux JPO qui tous, sans exception, même ceux qui n'ont jamais atteint la moitié de la moyenne de l'église, bénéficient de leur prix. Donc il s'agit des cas des contentieux. Merci. Nos administrations subissent de plus en plus une sorte de politisation. Vous avez dit que vous allez élargir les différents cabinets, donc vous allez même soumettre les conseils de différentes personnalités politiques, mais comment cela se fera-t-il lorsque nous savons que la politisation aujourd'hui est partout? Quel est le sort réservé à l'énarque, par exemple, en appartenant à aucun parti politique, lorsque vous dites que le cabinet sera élargi, au moment où, lors des nominations des différents ministres ou des personnalités politiques, il y a des quotas réservés à chaque parti politique ou représentation politique. Est-ce que vous êtes sûr que cela réservera réellement la place à l'énarque lorsqu'on lui dira qu'il faut forcément faire partie d'un parti politique, il faudra avoir sa carte, il faudra cotiser? C'est la première inquiétude. La deuxième est que c'est vrai, aujourd'hui nous parlons de la prime et de l'affectation, mais quelle est la vision de l'ENA dans les 10-20 années à venir? C'est-à-dire, est-ce que l'ENA demain continuera à avoir des formateurs, je vais dire, extérieurs, alors que au sein des ENA, vous avez dit que vous croyez en chacun de nous et que nous sommes intelligents et performants, mais quelle est la vision pour justement former les ENA à plus que ça? Il y a peut-être parmi nous des gens qui sont bien assis en marché public. C'est peut-être l'occasion aussi de les aider à propulser ce qu'ils ont comme connaissance là-dessus, pour que dans 5, pourquoi pas dans 3-2 ans déjà, qu'ils reviennent comme formateurs en marché public, de manière que dans les 5 années à venir, qu'on ne compte que des formateurs ENA, pourquoi pas un DG de l'ENA, cela permettra à ce que les formateurs et les autorités de l'ENA puissent avoir réellement les aspirations des énarques. Je vous remercie. Le coordonnateur en a parlé, moi-même, j'ai abordé
s'interroge sur l'importance de la formation de l'ENA. S'il faut, encore une fois affecter, subir d'autres formations, c'est ça? C'est bien ça. Affecté selon les profils. Il est médecin, d'autres sont agronomes, d'autres juristes, d'autres profils. Eh bien, vous subissez tous une même formation. Et vous ne trouvez pas normal qu'on puisse vous orienter, vous affecter en tenant compte de votre profil académique. Oui. Bon, il faut être réaliste. Déjà, il ne faut pas que ça soit systématique. Je ne sais pas si votre rêve en tant que médecin était d'aller au budget, j'en sais rien. Ça ne serait pas illégitime. Ça ne serait pas illégitime. Mais en même temps, à quoi sert l'ENA? À quoi sert l'ENA de manière générale? À quoi sert l'ENA? C'est pour pouvoir former des élites, pour pouvoir permettre à des jeunes universitaires de subir une formation post-universitaire, pouvoir leur permettre justement soit d'approfondir leur connaissance dans leur secteur, ou alors pourquoi pas de leur permettre d'être à l'aise dans tout autre secteur. Donc les deux cas de figure ne sont pas contradictoires. Ça veut dire que nous avons besoin dans notre pays de mettre en place une politique sanitaire nouvelle. On sait bien que l'hôpital d'aujourd'hui ne doit pas être l'hôpital de demain. Il nous faut penser à un autre hôpital. Moi j'ai parlé il y a quelques années de l'hôpital 2030. C'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre en place un système sanitaire pouvant permettre un meilleur accès aux soins à tous nos compatriotes, à tous les Congolais. Donc nous avons besoin, dans la mise en place de ces politiques nouvelles, au niveau gouvernemental, au niveau de l'État, eh bien, des acteurs, au niveau de l'administration, qui soient porteurs de outils, de connaissances assez fines de ces questions sanitaires. Pas une année qu'on va prendre un juriste ou un agronome pour l'amener au niveau du secteur de la santé pour porter ce genre de politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des juristes, mais essentiellement, on peut utiliser des médecins aussi, pourquoi pas, pour pouvoir approfondir leurs connaissances et puis aller aider le pays à disposer de cette politique sanitaire. Je ne prends que cet exemple-là, mais je peux aussi parler de la réforme agricole, agraire. Nul n'ignore que notre pays, pour pouvoir relever le défi de la diversification économique, a besoin d'une agriculture, d'une politique agricole digne de ce nom. Or, si l'ENA a formé un agronome qui a suivi une formation après, ici même après à l'étranger, moi ça ne me choque pas que cet agronome soit orienté vers le ministère de l'Agriculture. C'est pas un péché. Mais après, est-ce qu'il faut systématiser ces affectations? Je dis non. Un agronome peut effectivement aussi être utile au ministère de Mines. Un agronome peut être utile au ministère pas nécessairement au ministère de la Santé, pas nécessairement, mais aussi parce qu'il y a aussi une branche sanitaire qui concerne la nutrition. Bien sûr que oui, mais il y a toujours moyen de mailler un peu tout ça. Mais moi je crois, ça me permet d'ailleurs d'aborder cette question, parce que je ne l'ai pas fait lorsque j'ai prononcé mon petit mot de circonstance. C'est la réforme de la formation elle-même à l'ENA. Moi je souhaite que, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire,
que nous puissions revoir le processus de formation à l'école et réserver une partie de l'année de formation, peut-être ajouter quelques mois de plus, à la professionnalisation, à l'immersion professionnelle de ceux qui sont appelés à être affectés demain. Donc il faut, à mon sens, hormis la formation générale, eh bien, mettre en place un dispositif de formation comment on dit, spécialisé pour pouvoir permettre à l'ENAC qui boucle sa formation d'être à l'aise dans sa nouvelle mission. Et bien souvent, c'est la mission là où il s'est immergé, il a été immergé. C'est-à-dire que l'ENA, autrement dit, doit aider l'État à former des acteurs de développement, de vrais concepteurs de politique publique. Ceux qui, une fois à la fin de leur formation, sont capables de devenir de vrais responsables sectoriels. L'ENA doit être capable de former les diplomates. C'est-à-dire que vous avez une formation, par exemple, spécialisée durant 3 mois en matière de diplomatie. Là, on quitte la formation générale et on se spécialise en diplomatie. On ne parle que de la diplomatie. Après, il y a des stages professionnels, peut-être au niveau des nombres, de représentation diplomatique à l'étranger, au niveau des organismes internationaux à Genève, à New York, j'en sais rien. Mais au moins, tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin du cursus, eh bien, c'est lui qui revient est capable d'être affecté n'importe où, il sera à l'aise dans sa mission de diplomate. Sur la question de l'intérim, vous avez ciblé particulièrement les DG de l'ENA. Je ne sais pas l'idée que vous avez derrière en tête. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, je ne savais pas que c'était 7 ans. 7 ans, là, vous m'apprenez que ça fait 7 ans qu'il est là. Comme on a dit, 7 ans, ça fait beaucoup. Mais hier, j'ai reçu l'AFD, l'Agence française de développement, mais j'ai aussi d'autres partenaires qui m'ont contacté sur cette même question. Le Premier ministre a eu une séance de travail avec moi sur cette question. Il est vrai que dans l'ordre de priorité, j'avais pensé qu'il y avait d'autres dossiers beaucoup plus urgents, mais on peut estimer qu'aujourd'hui, il est temps de procéder à la mise des organes de gouvernance, à la mise en place des organes de gouvernance de l'ENA. Et avec, à l'occasion de cette rencontre, j'en ferai pas, je ne ferai pas une promesse ferme, mais je crois que tout ce que je peux dire, c'est qu'avant la fin de l'année, nous aurons ces nouveaux organes de gouvernance. Nouveaux organes, ça signifie un nouveau DG, évidemment le conseil d'administration, impliquant donc la nomination d'un DG, DGA, comité au compte, etc. Nos partenaires en ont besoin pour aussi nous accompagner de manière sereine. Monsieur Paul Marie, qui quelque chose, pas bien sûr.
Alors, aux énarques, ça signifie tout simplement faire entrer dans le cabinet certains fonctionnaires de l'État qui sont méritants et qui peuvent aider les cabinets à mieux piloter les politiques de réforme au niveau de la fonction. Et idem pour d'autres secteurs. Je suis en train de préparer, je crois que c'est déjà fait, un décret portant régulation de collaboration entre le cabinet politique et l'administration publique. Moi, je crois qu'il est temps, et ce que j'ai dit déjà préliminairement au Conseil des ministres, en attendant que je apporte des textes qui est fait prêt, je crois qu'il est temps que nous puissions dans notre pays faire de la place à l'administration publique, dans la gestion des pays. Autrement dit, les politiques devront intégrer dans leur logiciel la nécessité de collaborer avec l'administration publique dans la définition, la conception et le pilotage de politiques publiques. Et donc, lorsque un membre du gouvernement forme son cabinet, il doit réserver un quota des conseillers, des collaborateurs chargés d'études ou j'en sais rien, à l'administration. Et mieux, lorsque j'ai dit qu'il faut faire avec les énarques, c'est-à-dire que lorsqu'on prend un énarque dans le cabinet, dans un cabinet politique, on n'oblige pas l'énarque à pouvoir intégrer un parti politique, ça serait violer la loi. On travaille avec l'énarque dans le respect de ses dispositions légales et dans le respect de son identité en tant que fonctionnaire de l'État, qui vient en appui technique pour essayer d'aider les ministres à bien piloter son secteur. Donc lorsque je dis je veux plaider pour que certains énarques soient mis en détachement au niveau de la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale auprès des différentes institutions, c'est dans le respect strict de leur identité. Identité administrative. Ils sont administratifs, ils ne sont pas politiques. Est-ce que pour autant, un énarque n'est pas appelé un jour à devenir politique? Non. Un énarque peut toujours être aussi politique. Et d'ailleurs, le fait que vous l'abordiez de cette manière-là, je vous suspecte d'avoir une ambition. DV Loterie sans passeport. DV Loterie sans passeport. Chers frères et sœurs, cette fois-ci, le département d'État américain a longoli makambo ya kosenga passeport liboso ya kobeta DV Loterie. Para Kinshasa topesi bino mbote ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich ya Cyber Café Ben Lobich. Na eli susu pona ko annoncer bino ete DV Loterie 2024 et kobanda mokolo na le 5 octobre kino le 8 novembre 2022. Bino bandeko nyonso oyo bolemba ki pona kobeta DV Loterie po batia ki makambo ya passeport, ba longoli passeport na DV Loterie ezali sango ya malamu pe ya kitoko pona biso. Bo sensibiliser bandeko na bino nyonso. Bino pe bandeko bozali na poto oyo bozali na posete bandeko na bino babeta DV Loterie et commis sans passeport. Botindi la bango makoki baya kobeta na Cyber Café na biso. Kama musha kucheza fashi nyingine mwenezi kuya paka ku Cyber Café Ben Lobich watanisaidia kuremplir ma formulaire kunifashia vitu vyote. Si na kuingia kwa ambassade unapata visa yenu juu ya kwenda kwa Etats-Unis. Shie tukicheza Lubumbashi tunakuwa Kinshasa juu ya kuendelesha mademarshe na Cyber Café Ben Lobich na tunapata visa yetu ina bwanangu kucheza Lubumbashi. Mbala oyo mutu nyonso azali na droit ya kobeta DV Loterie. Yango Cyber Café Ben Lobich
efungoli baporte na bamboka nyonso kobanda na Kinshasa en face ya Hotel Phoenix na Bon Marché na Matete na immeuble Biko ex-Biak et Sika Western Union ezali Njili quartier 1 na libanda ya Apocalypse 22 na parcelle voisine Yolocide croisement Kapela Kimwenza voire Maître Taureau Njili Sainte-Thérèse en face du tribunal, les agences Benlo Beach, représentées à Lubumbashi, dans l'ancêtre de l'hôtel Upemba, en diagonale de Parc Hôtel, référence, rond-point, éléphant, BCDC. À Kolwezi, nous sommes sur l'avenue Lusanga, entre 3e et 1e avenue, à côté de l'école Ewabora.